Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je suis Hervé Bointier, je suis formateur dans une école d'informatique qui s'appelle ENI sur Nantes. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'accessibilité numérique. Plus précisément, je vais m'intéresser aujourd'hui à comment est-ce qu'on peut rendre une application web accessible à une personne non-voyante. Donc l'accessibilité numérique, dans son ensemble, l'objectif c'est de rendre l'application qui soit perceptible, compréhensible, utilisable par toutes et par tous, quelle que soit finalement la situation de la personne. Là-dedans, on voit bien qu'il n'y a pas juste pouvoir consulter, mais c'est vraiment toutes les dimensions du web. C'est la partie donc pouvoir utiliser, pouvoir collaborer, pouvoir vivre sa vie avec le web comme tout un chacun. Le numérique, c'est une formidable promesse de dépassement du handicap. On passe d'un monde physique où on a des choses qui physiquement vont être empêchées d'être réalisées parce que les personnes ont des troubles, parce que des personnes ont des handicaps. Et dans le monde virtuel, on pourrait imaginer que ces barrières n'existent plus parce qu'il n'y a plus ces problèmes physiques qui empêchent de faire. Le problème, c'est qu'on en a recréé d'autres en fait. On a recréé d'autres barrières et on va voir quelles sont ces barrières pour la partie donc personnes non-voyantes et comment est-ce qu'on peut éviter de créer ces barrières. À l'heure actuelle, la majorité des sites internet ne sont pas accessibles. Alors, suivant les enquêtes, on va avoir des chiffres qui sont différents, mais c'est toujours au-delà de 90% de sites qui ne sont pas accessibles. Et pourtant, c'est une obligation légale pour un certain nombre d'entreprises, les très grosses, pour l'État, pour tout ce qui est délégation de services publics, ça va être quelque chose qui va être obligatoire. Et puis, en juin 2025, il va y avoir d'autres acteurs qui vont être également concernés par cette obligation d'accessibilité. Alors, on va voir un petit peu comment une personne qui est non-voyante va pouvoir donc naviguer sur une page web et voir les petites difficultés auxquelles elle va être confrontée. Alors tout d'abord, une personne qui ne voit pas l'écran, elle va avoir besoin d'une technologie d'assistance pour pallier ce manque de vision. Donc on a ce qu'on appelle des lecteurs d'écran qui permettent cela. Un lecteur d'écran, ça va non seulement servir à lire ce qui visuellement est affiché sur l'écran, mais également, ça va permettre d'interagir avec le site. Il en existe différents, donc pour des ordinateurs, également aussi pour les smartphones. Et donc, pour Windows, par exemple, on va avoir NVDA, c'est celui que je vais utiliser pour faire mes démonstrations. L'avantage, c'est qu'il est open source, gratuit. Après, on a JAWS, qui lui est plus utilisé encore par les utilisateurs non-voyants, mais il a l'inconvénient d'être payant et relativement cher. Et enfin, plus récemment est apparu le narrateur. Le narrateur, c'est directement dans Windows que ça a été donc rajouté. Et donc l'avantage, c'est que dès qu'on installe un Windows, on a au moins ce lecteur d'écran qui est disponible. Alors pour le moment, il est encore très très peu utilisé comme lecteur d'écran principal, mais peut-être que ça changera. Si on est sous Mac, on va avoir VoiceOver, qui lui est également inclus directement dans le système. Et enfin, si on est sous Linux, il existe aussi des lecteurs d'écran sous Linux. Maintenant, il y a peu d'utilisateurs non-voyants qui sont sous Linux. Et donc là, je vous cite par exemple Orca. Si maintenant on s'intéresse au smartphone, là on a beaucoup plus de personnes non-voyantes qui vont être sur iOS, parce que iOS a été plus en avance pour pouvoir aider ces personnes à naviguer et à utiliser un smartphone tout court. Donc sur iOS, ça va être la version VoiceOver pour Mac qui va être pareil directement inclus dans iOS. Et puis donc sur Android, on va avoir TalkBack qui va être présent nativement aussi sur le système. À eux deux, ils se partagent quasiment tout le marché. Maintenant, il y a d'autres lecteurs d'écran qui existent. Donc on peut tomber sur d'autres choses. Je suis tombé sur celui de Nokia, sur celui d'Amazon qui ont fait leur propre lecteur d'écran. Alors, pour faire ma démonstration,
je vais partir du premier projet web qu'on donne à nos apprenants. On est une école d'informatique, on vient de leur expliquer les bases, le HTML, le CSS, le JavaScript, et au passage, on a essayé de faire les choses bien, c'est-à-dire qu'on leur a appris directement à coder accessible. Donc, à faire du HTML bien comme il faut, du CSS bien comme il faut, et du JavaScript bien comme il faut. Le premier projet qu'on donne à nos étudiants, c'est un petit jeu de memory. Alors, dans la salle, qui a déjà joué au memory? Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas jamais joué au memory? Ah, j'en ai quand même quelques-uns. Alors, la première question, c'est de se dire comment le rendre accessible. Parce qu'effectivement, on va se dire, le jeu de memory, c'est quelque chose qui est quand même principalement visuel, donc est-ce qu'une personne non-voyante va pouvoir jouer au memory ou pas? Alors, comme je suis un développeur, moi j'ai pensé, je pense comme vous, hein, technique, 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 et je me suis dit, bah, qu'est-ce qu'il va falloir que je mette comme balise, comme attribut, comme qu'est-ce que je vais faire comme choix technique pour que ça puisse être accessible. Et puis, une fois que j'ai terminé ça, je me dis, bah, je vais quand même faire tester mon application par une personne en situation de handicap. On en reviendra dessus, c'est quand même hyper important. Et là, elle me fait ce petit retour. Elle me dit, j'ai regardé ton app et je trouve que c'est un jeu sympa. Si tu veux, tu peux mettre en haut de la page une petite explication sur le but du jeu de ton app. Comme cela, on sait tout de suite de quoi il s'agit. Et bah ouais, première erreur que j'ai faite, c'est que je suis parti du principe que tout le monde connaît le memory. Tout le monde a déjà joué, quand il était petit, au jeu du memory. Et en fait, bah, une personne non-voyante, eh ben, il est tout à fait possible qu'elle n'ait jamais joué au memory, même s'il existe des versions adaptées avec des textures, des choses pour pouvoir y jouer. Eh ben, c'est possible qu'elle ne connaisse pas ce jeu. Donc là, nous, on a un biais, parce qu'on a un biais cognitif des choses qu'on sait et qu'on prend pour acquis, alors qu'en fait, elles ne le sont pas. Donc le petit jeu de memory, il ressemble à ça. Ça, c'est la version non accessible où j'ai développé ça. Alors, je passe pas tout à fait en disant je ne m'occupe pas de l'accessibilité. Hein. Je l'ai fait quelque chose qui ressemble à sans accessibilité. Bon, après, j'ai un petit peu poussé le trait dans certains niveaux pour que je puisse vous montrer qu'est-ce qu'on va changer. Dans le code, j'ai fait donc une simple petite page internet et puis donc j'ai mes éléments et on va voir qu'est-ce qu'on va devoir modifier pour pouvoir le rendre accessible. Donc première petite chose, on a dit là il faut que je modifie parce que j'ai pas ce petit texte introductif. Donc je vais venir rajouter le petit texte nécessaire pour expliquer c'est quoi le principe du jeu de memory et comment est-ce qu'on y joue. Donc là, j'ai juste rajouté le petit paragraphe, bon, rien de bien méchant, mais c'est important pour que les personnes puissent savoir de quoi il s'agit. Je vais avoir une deuxième problématique sur le petit jeu de memory que j'ai fait, c'est sur les formulaires. Donc les formulaires, dans l'accessibilité numérique, c'est souvent quelque chose qui va nécessiter une attention toute particulière, parce qu'il y a pas mal de choses auxquelles il va falloir faire attention. Un élément qu'on vous a tous appris, c'est de dire que quand on fait un champ de saisie, il faut que ce champ de saisie soit raccroché à un label. Je pense que vous le savez tous. Là, volontairement, j'ai fait l'erreur et je n'ai pas associé ce champ de saisie avec un label. Donc j'ai juste écrit pair derrière et visuellement, ça ne change rien. C'est-à-dire qu'une personne qui voit le site, elle va voir un petit composant qui permet donc de choisir une valeur numérique. Elle va voir pair, elle va tout de suite comprendre qu'il s'agit de choisir le nombre de paires pour créer une nouvelle partie. Mais une personne qui ne voit pas l'écran, eh ben, elle va juste entendre, donc là, la restitution de NVIDIA, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire bouton rotatif, autocomplétion, éditable, sélectionner 6. Donc bouton rotatif, ça c'est pour dire que c'est une valeur numérique qu'on va choisir. Autocomplétion, ça c'est pour expliquer qu'on n'a pas mis l'attribut autocomplete à false, c'est-à-dire qu'on accepte qu'on récupère une valeur qui aurait déjà été saisie. Éditable pour dire qu'on peut changer la valeur. Et enfin, à l'heure actuelle, il y a la valeur 6 qui est sélectionnée. Donc voilà ce qu'il nous dit. Mais je ne sais pas ce que je choisis. Donc si on
va écouter la restitution du lecteur d'écran. Donc je lance NVDA. C'est là où il y a le petit suspense pour voir si on va bien l'entendre. Ah. Tout à l'heure, ça marchait. Hein. Et là, est-ce que ça va être mieux? Ah, il s'est lancé déjà. Extron HDMI, 100%. Merci la technique. Donc là, si je vais sur mon jeu de memory... Allez, vas-y Catherine, je t'écoute. Diapo... Memory Mozilla Firefox. Memory. Donc voilà, là, quand j'ai lancé le lecteur d'écran, ma synthèse vocale va commencer à lire tous les éléments qu'elle va voir. Elle va commencer par ce qu'il y a dans l'onglet, ce qui est dans le title, et puis après, elle va lire toute la page. Alors bon, les personnes qui ne voient pas le site, elles vont pas s'amuser à écouter toute la page en se tournant les pouces en attendant que l'information qui les intéresse ou ce qu'elles veulent faire arrive. Elles vont interagir avec votre page. Donc elles vont chercher les titres, elles vont chercher les formulaires, les champs éditables, etc. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais aller sur le premier champ éditable. Principale région, bouton rotatif, autocomplétion, éditable 6. Et c'est là où on a entendu ce que je vous ai montré tout à l'heure, donc effectivement le fait qu'on est sur un bouton rotatif, qu'il est actuellement avec la valeur 6, autocomplete et puis éditable. Donc je sais qu'il y a une valeur 6, mais 6 quoi, j'en sais rien. Donc on va venir faire la petite modification pour prendre ça en compte. Donc c'est ici que ça se passe. Donc je rajoute un label avec un attribut fort pour le raccrocher donc, au champ de saisie. Et donc là, cette fois-ci, on va avoir une restitution qui va être correcte, puisqu'on saura que c'est 6 paires qui vont être choisies par ce champ de saisie. Memory Mozilla Firefox. Principale région, paire bouton rotatif, autocomplétion, éditable 6. Donc là, on a bien entendu le paire bouton rotatif, autocomplétion 6. Donc là, cette fois-ci, on a bien donc la restitution complète, donc paire, bouton rotatif, autocomplétion, éditable, sélectionné 6. Donc là, on sait déjà, effectivement, qu'est-ce qu'on saisit. Deuxième problématique qu'on va avoir, c'est qu'à l'heure actuelle, les cartes ne sont pas accessibles au clavier. C'est-à-dire que je peux cliquer sur une carte pour pouvoir les retourner, hein, c'est le principe de notre jeu de memory. Je vais sur une carte, je clique, il me dévoile ce qu'il y a derrière, et puis au bout d'un certain temps, il va les retourner si ça ne constitue pas une paire. Donc à la souris, ça se passe bien, et c'est vrai que souvent, quand on va développer une application, on pense que tout le monde utilise une souris. Et dommage pour nous, les personnes qui sont en situation de handicap, il y en a une grande partie qui vont avoir besoin d'une navigation au clavier. Donc là, l'erreur qui a été faite, c'est qu'on a des simples images et on a mis un petit peu de JavaScript pour dire que quand on clique dessus, il faut faire une certaine action. Le problème, c'est qu'elle ne peut pas prendre le focus et elle n'a pas le bon rôle. Donc première possibilité, je vais aller rajouter les attributs nécessaires, rajouter un attribut rôle pour dire que c'est un rôle de bouton. Et deuxième chose, je vais rajouter un tab index à 0. Tab index, c'est un attribut qui permet de dire est-ce qu'on peut prendre le focus ou pas. Il n'y a que deux valeurs. 0, ça peut prendre le focus. Moins 1, ce n'est pas un élément qui prend le focus. Donc ça, c'est une première possibilité, mais j'ai envie de dire, la plupart du temps, si on est capable de faire plus simple, c'est mieux. Et la façon la plus simple de faire, c'est de dire que je vais faire un input de type image. Donc un input de type image, c'est un bouton où dessus on a une image. Attention, hein, input de type image, ce n'est pas un champ pour pouvoir choisir une image. Hein. Donc là, on a notre bouton avec une image dessus. Et donc, comme c'est un bouton maintenant, un bouton, il aura le comportement d'un bouton. Donc le rôle, c'est déjà fait. Et il prendra le focus, puisque un bouton, par défaut, c'est fait pour pouvoir prendre le focus.
Donc on va aller faire cette deuxième petite modification, troisième même petite modification. Donc c'est ici, hop. Donc là j'avais ma balise IMG, je la change en balise input avec donc un type button, image pardon. Je reviens ici, j'actualise ma page. Alors après, en CSS, bon, j'aurais pu faire attention que ça garde exactement le même aspect. Mais maintenant, quand je me déplace, je peux accéder aux éléments. Je peux retourner les cartes soit en appuyant sur la touche espace, soit la touche entrée, qui sont les deux touches qui sont faites pour actionner un bouton. Quand on parle accessibilité numérique, généralement, la première chose qui vient en tête, c'est les alternatives aux images. Donc il y a eu d'ailleurs des talks là-dessus au Devoxx, donc pensez-y. Mais là, j'ai un truc un tout petit peu plus compliqué parce que mon alternative, elle change. Parce que quand on retourne les cartes, eh ben, il faut que l'alternative, elle change parce que c'est plus la même chose. Et donc là, si je change dynamiquement l'alternative, on peut se poser la question, est-ce que les lecteurs d'écran vont restituer ce changement? Et malheureusement, même s'ils sont tous censés le faire, il y en a certains pour lesquels ce n'est pas fait. Ou plutôt, ce n'est pas encore fait. On a de l'espoir, on espère qu'un jour, ils le feront tous. Donc là, à l'heure actuelle, j'ai un petit souci avec TalkBack pour Android et Orca. Donc Orca, vous allez me dire, je suis à 0,0 et quelques % d'utilisateurs. C'est pas le plus dramatique. Par contre, TalkBack, on est à 30% des utilisateurs sur smartphone. Donc là, c'est quand même beaucoup plus embêtant. Pour le moment, on va déjà essayer de faire en sorte que l'alternative, elle change pour tous. Et puis, s'il me reste du temps à la fin du talk, je vais essayer quand même de faire fonctionner pour les autres. Alors, à chaque fois que je vais faire un changement d'image, que je vais changer l'image, la source de l'image, de ma balise image, je vais faire en sorte, de ma balise input, puisque maintenant c'est une balise input, je vais faire en sorte de changer en même temps l'alternative. Et donc à chaque fois que je vais avoir un changement, que ce soit dans un sens pour dévoiler une carte ou que ce soit pour la recacher, il va falloir que je change en même temps l'alternative. Donc on va venir faire ça. Hop. Donc là, c'est dans le JavaScript que ça se passe. Donc, première chose, c'est quand on a la carte au tout début. Donc au tout début, c'est ici. On a donc un petit template avec nos cartes. Et donc, on a l'image avec le point d'interrogation qui apparaît. Donc là, je vais indiquer que l'alternative, c'est dire que c'est une carte inconnue. Mais je vais préciser quand même quelle est sa position. Pourquoi? C'est histoire d'être un peu juste entre les personnes qui voient l'écran et celles qui ne le voient pas. Si j'avais juste image inconnue, image inconnue, image inconnue, quand on a entendu 5 ou 6 fois image inconnue, je ne sais plus trop où j'en suis. Hein. D'accord? Tandis qu'une personne qui voit l'écran, elle se repère, elle va dire je vois bien que c'est la troisième, la quatrième image. Donc là, je vais rajouter quand même cette information-là. Donc, sur ma carte, je vais faire donc un set attribute. Je vais donc aller positionner donc une valeur sur l'attribut donc alt. Et puis donc je vais indiquer que c'est carte inconnue en position. Et donc ici, il faut que je trouve la position de la carte. Donc comme je suis dans une petite boucle, ça va être la valeur donc de i+1. Histoire de l'avoir en version humaine et pas en version basée 0. Donc ça, c'est quand la carte elle est en version non connue. Maintenant, quand je veux dévoiler pour dire est-ce qu'on a affaire à une pomme, est-ce qu'on a affaire à une fraise, etc., là, il va falloir que je donne une bonne alternative. Donc comment ça fonctionne, mon petit jeu? J'ai un tableau qui ressemble à ça, où j'ai positionné aléatoirement 2 fois chaque numéro. Et
À chaque numéro correspond une image. J'ai un petit dossier avec des images qui sont donc 0.svg, 1.svg, etc. Donc là, il faut que je fasse l'équivalent en créant donc un tableau qui va contenir des alternatives textuelles. Donc là, la première image, ça correspond à la fraise, la deuxième à la pomme, etc., etc. Donc quand je vais aller dévoiler une carte, je vais aller donc changer ici pour donner la bonne source pour l'image, et en même temps, je vais aller donc changer mon alternative textuelle. Donc cet attribute pour l'attribut alt. Et donc là, je vais aller donc prendre dans mon tableau d'alternative textuelle celle qui est à la bonne position. Donc c'est dans mon tableau donc, qui s'appelle carte, ça c'est mon tableau avec l'ensemble des éléments, et je prends donc celui qui a la bonne position, donc position pose. J'enregistre ça. Et puis dernière petite chose, quand je recache la carte, parce que le temps est fini, où on a dévoilé la carte, et qu'on veut pouvoir faire passer à l'essai suivant, il faut aussi que j'enlève l'alternative. Il n'y a pas de raison qu'une personne non-voyante soit avantagée par rapport à celle qui voit. Donc là, quand je recache, je remets le dos de la carte, je vais en même temps changer à nouveau l'alternative textuelle de la carte. Pour remettre le carte inconnue en position. Et donc là, pour récupérer la position, je l'avais gardée dans l'attribut ID. Donc je vais récupérer cette valeur-là. Donc on va venir tester ça. Hop. On retourne ici, on relance le lecteur d'écran et on actualise. Memory Mozilla Firefox. Donc là, je vais aller donc sur mes cartes. Carte inconnue en position 2 boutons. Donc là, on voit que j'étais sur carte, j'ai fait une fois de trop, carte inconnue en position 2. Carte inconnue en position 1 bouton. Donc la carte inconnue en position 1, après carte inconnue en position 2, etc. Je pense que vous me croyez. Et si je retourne une carte, pomme, là on entend qu'on a affaire à une pomme. Si je passe à la suivante, brocoli, on a affaire à un brocoli. Et, pourquoi c'est pas retourné là? Ah, j'ai fait une faute de frappe. Jouer.js, alerte stream. Alors, ah oui, 7, oui. Ce sera mieux comme ça, c'est le petit effet démo ça. Donc je reviens là, on relance. Heureusement que vous êtes attentifs. Memory Mozilla carte inconnue, banane. Donc la banane, brocoli, et là, carte inconnue en position 2. Cette fois-ci, on entend bien le carte inconnue en position 2. On est revenu à la version où la carte est cachée. Donc on a de la chance, on est avec NVDA. Avec NVDA, on a bien la restitution qui est faite dès lors qu'on change dynamiquement l'alternative textuelle. On va avoir besoin d'informer l'utilisateur en direct. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont changer sur l'écran et on ne veut pas attendre que l'utilisateur revienne spécifiquement à cet endroit-là pour que le lecteur d'écran lui indique qu'il y a quelque chose qui a changé. Donc ça, c'est par exemple le cas quand on va constituer une paire. Alors je vais tricher un peu parce que sinon on va y passer trop de temps. Je vais faire une partie avec 2 paires. Pas de bol, raté. Elle est où la fraise? Tuck. Donc là, on voit par exemple le 1 sur 2 paires qui est apparu. Si l'utilisateur non-voyant, il faut qu'il revienne à cet endroit-là dans la page pour avoir cette information, c'est quand même gênant. Donc pour cela, il y a ce qu'on appelle donc des régions live qui peuvent être définies. Donc avec l'attribut live, ARIA live,
on va pouvoir choisir une des valeurs suivantes. Off, c'est la valeur par défaut, c'est-à-dire que par défaut, heureusement, il n'y a pas une restitution qui est faite sur chaque élément qui change, sinon ça pourrait avoir provoqué beaucoup de bruit. Mais on a deux autres valeurs possibles. Polite, qui est la version où on va attendre qu'il ait fini de dire ce qu'il avait à dire pour pouvoir annoncer l'élément qui vient de changer. Ou assertive. Assertive, là, c'est pour interrompre le lecteur d'écran et qui dise tout de suite l'information. Donc ça, c'est vraiment quand il y a quelque chose de très important et qu'il faut prévenir l'utilisateur tout de suite. Donc qu'est-ce qu'on va changer? On va venir rajouter donc, sur ce petit paragraphe de texte qui s'appelait message, je rajoute un aria live polite. Là, on va attendre qu'il ait terminé de restituer ce qu'il avait à dire avant de passer, continuer à dire la suite. Donc je viens ici. Hop. Je vais donc sur mes messages et je rajoute donc le aria live et version donc polite. Carte inconnue en position, un bouton. Donc là, on va réessayer de faire une paire. Pomme, fraise. Carte inconnue en position, pomme. Elle est où la pomme? Carte inconnue en position, un bouton. Pomme, 1 sur 2 paires. Donc là, on a bien entendu, une fois qu'on a réussi à constituer une paire, le 1 sur 2 paires. On a d'autres attributs qui permettent de spécifier un petit peu mieux comment doit être restituée cette région live. On a le aria-atomique qui permet de dire est-ce qu'il faut tout relire ce qu'il y a dans cette zone ou est-ce qu'il faut relire que ce qui vient d'être de changer. Donc on va pouvoir choisir avec soit vrai, soit faux. Et on va pouvoir aussi utiliser l'attribut aria-relevant qui permet de dire qu'est-ce qu'il faut restituer. Est-ce qu'on restitue que quand il y a des ajouts ou est-ce qu'on restitue quand il y a des retraits? Si par exemple, dans mon petit jeu, j'avais voulu faire quelque chose où c'était jouable en multiplayer, j'aurais pu faire une liste de joueurs connectés et puis j'aurais pu dire je veux voir que tel joueur vient de se connecter, au contraire, il y a un joueur qui vient de se déconnecter en direct. Bon, ça, je ne l'ai pas fait, mais peut-être que c'était une bonne chose parce qu'on va se rendre compte que à l'heure actuelle, ce n'est pas encore implémenté en tout cas totalement, par les lecteurs d'écran. Donc à l'heure actuelle, la seule chose qui est bien supportée, c'est le fait de dire quand on ajoute du texte. Et c'est tout. Donc un jour, peut-être, ces attributs, ils sont présents, ils sont prévus pour, mais à l'heure actuelle, on ne peut pas se baser là-dessus, il faudra utiliser une solution de contournement pour pouvoir faire ça. Donc quand on veut savoir est-ce qu'on peut utiliser ou pas quelque chose, l'équivalent de notre can I use qu'on utilise pour les éléments du web, on a une version qui est spécifique pour montrer avec tel lecteur d'écran, avec tel navigateur, est-ce que c'est supporté ou est-ce que ce n'est pas supporté. Un autre moyen pour pouvoir faire des restitutions qui vont être en live, c'est d'utiliser des messages de statut. Avec l'attribut rôle, si on choisit des valeurs particulières, donc alerte, status, log, on a une restitution live qui va être faite. Donc avec alerte, comme son nom l'indique, quand on met un rôle alerte, c'est qu'il y a un truc qui ne va vraiment pas. Là, la restitution va être faite immédiatement en interrompant. Donc c'est équivalent à du aria live assertive. Par contre, avec status ou avec log, là, on est sur des choses où effectivement, on comprend bien que c'est juste une information, c'est pas quelque chose qui est à restituer tout de suite. Là, on va être équivalent à du aria live polite. Donc là, cette fois-ci, celui-là, je vais l'appliquer sur le message de victoire. Quand on termine, il va nous dire qu'on a gagné, bravo. Et donc ça, je voudrais que ce soit restitué en live. Et donc pour cela, je vais utiliser un rôle status. Donc, je vais venir ici. Je vais venir donc changer ici. Je vais mettre donc un rôle status.
On relance notre lecteur d'écran. On fait une version à 2 paires parce que sinon, je ne vais pas réussir à gagner. Memory Mozilla Firefox. Memory document. Principale région. Principale région, carte inconnue en position, un bouton. Donc, fraise. Là, j'ai une fraise. Pomme. J'ai une pomme. J'ai pas de bol aujourd'hui. Carte inconnue. Pomme. Une pomme. La pomme, elle Carte va être inconnue là. en pomme. 1 sur 2. Fraise. Carte inconnue en position, 4 boutons. Donc là, normalement, je devrais trouver la deuxième fraise. Fraise. 2 sur 2 paires. Vous avez gagné en 3 coups. Nouvelle partie bouton. Donc là, j'ai eu effectivement la restitution, donc le fait que j'avais une fraise, parce que j'ai l'alternative qui a changé. Ensuite, il m'a dit le 2 sur 2 paires. Puis, il m'a indiqué donc le message de statut, le fait vous avez gagné en 3 coups. Et enfin, là, pour pouvoir enchaîner les parties, j'avais décidé que quand on gagnait une partie, je repositionnais le focus directement sur le bouton nouvelle partie, histoire de faire gagner un peu de temps à l'utilisateur. Donc c'est pour ça qu'on entend nouvelle partie, bouton. Je peux avoir un problème dans l'ordre de ces restitutions, parce que là j'ai 2 zones qui sont en live. J'ai le focus qui est déplacé, ce qui va entraîner aussi donc la restitution de là où on arrive avec le focus. Et puis j'ai aussi l'alternative qui change. Donc il est tout à fait possible que les messages soient restitués dans un ordre qui ne soit pas cohérent. Par exemple, je pourrais avoir NVDA qui va nous dire nouvelle partie bouton. Et là on se dit mais pourquoi est-ce qu'il me dit nouvelle partie? J'ai pas encore terminé ma partie. 6 sur 6 paires, vous avez gagné en 10 coups. Ah ok, j'ai compris, c'est parce que je viens de gagner. Donc là, si on souhaite, on va pouvoir choisir l'ordre dans lequel ça doit être restitué. Pour faire ça, là on arrive dans les petits trucs et astuces, ou bidouilles, ou on peut appeler ça comme on veut. On va juste mettre une toute petite temporisation entre les différents éléments. Donc là j'ai mis 50 millisecondes entre chaque élément. Alors 50 millisecondes, nous qui voyons l'écran, vous verrez rien comme changement parce que notre œil ne va pas être capable de le percevoir. Par contre, là, je m'assure que la machine, elle va très vite, que je suis sûr que les éléments vont bien arriver dans le bon ordre et donc seront restitués par le lecteur d'écran dans le bon ordre. Donc on va aller faire ce petit changement-là. Donc c'est ici que ça se passe. Hop. Donc quand on a réussi la partie, on fait donc une petite temporisation de 50 millisecondes. Alors 50 millisecondes, c'est totalement empirique. J'ai testé et ça a l'air de se débrouiller pas mal, mais comme je vous dis, là on est dans la petite bidouille, truc un peu arnaque. Donc peut-être qu'un jour je me rendrai compte que les ordinateurs vont plus vite, etc., que c'est pas la peine de laisser autant. Voilà, donc c'est un petit peu arbitraire et empirique d'avoir choisi cette valeur-là. Hop, je mets la deuxième. Et donc cette fois-ci, il faut bien que je mette 100 parce que sinon, les 2,50, ils vont arriver en même temps en fait. Donc il faut bien penser à dire, je décale de 50 le premier, de 100 le deuxième. Donc là, on avait eu de la chance, les messages étaient restitués dans le bon ordre, donc je peux vous refaire la démonstration, mais là, ça ne devrait pas changer normalement. Mais on va quand même vérifier qu'on tombe bien sur la bonne chose. Accueil page. Carte inconnue en position, un bouton. Fraise. Fraise. Ah, j'ai plus de chance, ça y est. Paires. Pomme. Carte inconnue en position, 4 boutons. Donc c'est là où il va falloir être attentif pour regarder est-ce qu'on a bien les choses dans le bon ordre. Pomme. 2 sur 2 paires. Vous avez gagné en 2 coups. Nouvelle partie bouton. Heureusement, on a la retranscription textuelle qui est faite en live, donc comme ça, si jamais vous n'avez pas été très attentif, vous pouvez encore relire, on a de la chance.
Alors, enfin, je reviens sur notre petite problématique du début où on avait donc l'alternative textuelle qui, quand elle était changée dynamiquement, elle n'était pas restituée donc par TalkBack sur Android et par Orca donc sous Linux. Donc là, on ne peut qu'espérer qu'il fasse ce qu'il faut pour que ce soit implémenté correctement, mais en attendant, si on cherche une solution un peu palliative, et là on est vraiment dans le palliatif, on a une façon de faire, c'est d'aller mettre une petite région live pour avoir cette restitution. Mais je ne veux pas que ce soit pour tout le monde. Parce que si c'est pour tout le monde, ça veut dire que ceux qui ont des lecteurs d'écran qui implémentent cela, ils vont l'entendre 2 fois. Et donc ce serait dommage d'entendre pomme-pomme, fraise-fraise, alors que ce n'est pas nécessaire. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je vais demander le user agent. Alors, je ne peux pas demander est-ce qu'il y a un lecteur d'écran. Ça, en fait, on n'en sait rien. Par contre, je peux demander quel est le user agent qui est en train de s'adresser au site Internet pour voir est-ce que j'ai affaire à un Android ou est-ce que j'ai affaire à un Linux. Et donc là, si vous repensez à ce que j'ai dit tout au début sur les lecteurs d'écran sous Android, il n'y en a pas qu'un. Il n'y a pas que TalkBack. Il y en a d'autres. Et celui d'Amazon que j'ai pu tester, lui, il les restitue déjà bien, en fait, ces alternatives textuelles qui changent. Donc, pour cela, je suis désolé, mais ils vont l'entendre 2 fois. Mais bon, normalement, il n'y en a pas tant que ça qui utilisent Amazon View comme synthèse vocale, donc je ne devrais pas pénaliser trop de monde. À la limite, les personnes qui sont en situation de handicap visuel et qui ne voient pas l'écran, elles préfèrent l'entendre 2 fois que ne pas l'entendre du tout. Donc une fois que j'ai détecté que j'étais dans ces cas de figure-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter une petite zone avec donc l'attribut ARIA Live en version polite. Et donc ça va me permettre d'avoir les restitutions qui vont être faites de cette manière-là. Donc on va aller rajouter ça. Donc ça, c'est le petit bout de code qu'on vient de voir pour pouvoir détecter ce qu'on a à faire, rajouter l'élément dynamiquement. Et après, à chaque fois que je changeais dynamiquement l'alternative textuelle, il va falloir que je change le contenu de cette zone pour qu'il soit restitué. Donc, hop, ça je le faisais ici. Donc si jamais j'ai cette zone-là, et seulement si j'ai cette zone-là, dans ce cas-là, je vais donc changer sa valeur. Et donc l'alternative, ça va être exactement la même que celle qu'on avait mise ici. Même chose donc quand on va cacher la carte. Ici. Donc je change son contenu, inner text égale, et donc même valeur que ce que j'ai au-dessus comme alternative textuelle. Dernière petite chose, cette zone-là, je ne souhaite pas qu'elle soit visible pour tous les utilisateurs. Parce que sur les utilisateurs qui utilisent un Linux ou ceux qui utilisent un Android, ils n'ont pas envie de voir apparaître ce texte. Eux, ils voient l'image, ça leur suffit. La plupart des utilisateurs n'utilisent pas de lecteur d'écran. Donc ce que je peux faire, c'est aller cacher cette information-là. Alors attention, quand on dit cacher, souvent on pense à du display none, du visibility hidden. Alors ça, attention, quand j'utilise ces éléments-là, ça va vraiment être caché, mais caché pour tout le monde. Et donc du coup, les lecteurs d'écran ne restitueront pas cette information-là. Donc si je veux la cacher, ce que je vais faire, c'est que je vais positionner le texte hors de l'écran. Donc comme ça, visuellement, on ne la verra pas, mais comme c'est un élément qui n'est pas caché
avec du Visibility Hidden ou du Display None ou du Visibility Hidden, dans ce cas-là, il sera restitué par le lecteur d'écran. Donc pour faire ça, hop, en CSS, on vient donc rajouter une petite règle pour dire qu'on va positionner ça en version donc absolue et à moins 1000 pixels par exemple. Là, je suis sûr que ça ne débordera pas sur mon écran. Donc ça, c'est pour la petite zone que je viens de créer. Alors, je ne peux pas vous faire la démonstration puisque là, je ne suis pas sur un Android ni sur un Linux, mais si vous voulez, après, vous pourrez la faire par vous-même. Je vous donnerai accès donc, au site pour que vous puissiez tester si vous avez envie. Pour conclure, déjà, il faut tester son application par des utilisateurs, ça je pense que vous le faites, mais également par des utilisateurs en situation de handicap. Ça, c'est un élément qui est vraiment important parce que même si, je vous ai dit, hein, techniquement, on pense à plein de choses, on se dit il faut que je fasse tous ces éléments pour que ce soit bien restitué, il y a des choses auxquelles on ne va pas penser ou on va avoir des biais qui vont faire qu'on se fait avoir. Et je vous dis, moi, le premier, je m'étais fait avoir comme un bleu. Deuxième élément, il y a beaucoup d'éléments qui sont faciles à mettre en œuvre. Mettre des alternatives aux images qui portent une information, c'est quelque chose qui est assez simple. Là, vous avez vu, j'ai fait que du HTML, du CSS très basique, quelques petits attributs ARIA quand je ne pouvais pas le faire avec les attributs de base, mais il n'y a rien de très compliqué. En accessibilité, il peut y avoir des choses compliquées, mais déjà, si on commence par faire tout ce qui est simple, déjà, c'est un énorme changement. Pour nous, ça va être des petits efforts. Par contre, pensez bien que pour les personnes qui sont vraiment en situation de handicap, ça va vraiment changer leur vie, donc c'est important de le faire. Enfin, j'ai fait une petite étude statistique là, sur le code que j'ai pu réaliser. Là, finalement, je n'ai rajouté que 5,45% de code, donc autant dire pas grand-chose. Et donc, si je ramène ça à un temps de développement, finalement, ça m'aura peut-être pris un tout petit peu plus de temps, mais ce n'est pas si important que ça. Donc, je vous remercie à toutes et à tous pour votre attention. Je remercie également toute l'équipe de Devoxx pour m'avoir donné l'opportunité de venir communiquer auprès de vous sur ce sujet qui me tient vraiment à cœur. Je tiens également à remercier donc, les utilisateurs qui ont testé cette application pour leur retour et leurs tests. Et donc, merci à vous toutes et à vous tous.